Bonjour. Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence autour des métiers de l'ingénieur. Donc, je me présente, je m'appelle Bonanno Gérard, moi je suis responsable du Centre d'information et d'orientation d'Angoulême. Je vais faire une courte introduction et après je laisserai la parole à nos invités, que je remercie par avance. Voilà, donc on va vous présenter ce domaine. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, même si ça a l'air un peu, comment dire ça, abstrait par rapport à peut-être à des collégiens, ingénieurs, ça paraît lointain, mais vous allez voir que dès votre entrée en seconde, ça va aller plus vite que vous n'imaginez. Donc, on va essayer de faire un petit focus sur ces métiers-là. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, parce que sinon, on va se faire un monologue entre nous et ce n'est pas très rigolo. Donc, n'hésitez pas. Et je vous reprendrai la parole peut-être en cours d'exposé pour poser certaines questions, ou en fin d'exposé pour conclure. Et je laisse la parole tout de suite à mon invité. Pierre-Jacques. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pierre-Jacques Coudin. Avant de vous présenter les métiers de l'ingénieur, on va d'abord, nous qui sommes là pour vous les présenter, nous présenter nous-mêmes. Et vous raconter, je vais vous raconter pourquoi et comment j'ai choisi d'être ingénieur. Alors, je commence en 1957, c'était pas hier. Hein. Je suis à Bordeaux et je redouble ma sixième, qui est une sixième classique. C'est pour moi un mauvais casting, je déteste. Et c'est la même année où on lance le premier satellite artificiel, c'est l'URSS qui se lance le Sputnik. À Noël 57, toujours la même année, mon grand-père, qui a une autre vision de moi que d'autres, m'achète un petit livre qui s'appelle Le Petit Inventeur, que je dévore, que j'adore. Et à la dernière page de ce livre, il y a une publicité pour des petits moteurs à réaction qui s'appellent Jetex, c'est leur nom, et ceux qu'on peut recharger avec des recharges de poudre. Et à Pâques, parce que je vais chez mon grand-père pendant les vacances à chaque fois, je commence mes premiers essais et mes premières fusées. Alors à la rentrée de l'année d'après, je change de lycée, je vais au lycée moderne. À l'époque, le lycée commençait à la sixième, hein, il y a longtemps. Maintenant, on fait collège et lycée. Mais c'était une autre appellation, mais c'est pareil. Et en cinquième, je vais au lycée moderne, et ça va beaucoup mieux. Et puis la rentrée de l'année d'après, je fais un virage à 180 degrés, et je rentre dans une quatrième qui s'appelle Arts et Métiers. Il faut dire qu'à Bordeaux, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle Arts et Métiers, et il y a une filière au lycée moderne qui prépare depuis la quatrième à cette école. Même si on va faire autre chose. Sauf que les maths sont renforcées, 8 heures par semaine, la physique pareil. On fait l'après-midi du jeudi, c'était le jour de vacances, on fait de l'atelier, le samedi après-midi, on fait du dessin industriel. Bref, ça nous oriente très différemment des lettres. Et puis un club Jeunes Sciences, souvent à Bordeaux, c'est un club où on fait de la physique, de la chimie, de la biochimie et des fusées. Et des fusées qu'on lance à Cazaux, où il y a une base militaire et qui est pas loin du bassin d'Arcachon. Moi, les murs de ma chambre sont couverts de fusées. C'est l'époque de la course entre l'URSS et les États-Unis sur l'espace. Et moi, j'ai décidé, à ce moment-là, je serai ingénieur pour faire des fusées. Et c'est comme ça, ça m'a pris. On passe en terminale. Mon prof de physique me dit, à l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, et ça, on fera une option génie spatial. Alors, je devrais peut-être candidater. Bon, mais je dis d'accord. L'été 1964, je fais une bourse d'Elijah. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez sur Internet, bourse d'Elijah. Je veux comparer le spatial entre l'USA et les USA et l'Europe. C'est un peu trop ambitieux, je ne ferai que la France. On ne réussit pas toujours tout ce qu'on veut faire. En 64-65, je suis rentré à l'INSA, finalement, et le génie spatial, j'apprends, ne se fera pas. Ça sera du génie urbain, parce qu'il y a plus de débouchés dans la construction des bâtiments. Bon, ben, je dis, je vais opter pour une option mécanique qui se rapproche un peu plus, et puis je vais créer un club de fusée, parce que quand même, il ne faut pas exagérer, ça va me manquer. Juillet 1969, c'est la fin des études. Au club de fusée, on tire la dernière fusée en juillet à la Courtine, c'est un camp militaire dans le Massif central. Et le 21 juillet, Neil Armstrong pose le premier pied
qu'on annule. Pour dire qu'on reste quand même dans l'esprit. Donc je continue par un stage au CNES à Bretigny, sur un satellite qui va être lancé par une fusée russe, et puis au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, pour des essais sur les têtes de missiles. Et puis je fais mon service militaire. À l'époque, on faisait son service militaire. Et à la fin, je vais chercher du travail. Et parmi les offres que je regarde, il y en a une qui s'appelle « En recherche d'un ingénieur aérodynamique et structure pour des missiles dans le Grand Sud-Ouest ». En fait, le Grand Sud-Ouest, c'était ici, à Angoulême, ou à côté plutôt, à Ruel, ou ce qui s'appelle aujourd'hui Naval Group. Alors, il se trouve que j'ai une fiancée qui a fait comme moi l'INSA, qui a fait comme moi mécanique, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 à cette époque-là, et qui travaille déjà depuis sa sortie d'école à Angoulême. Et qui me dit, bah, écoute, je sais bien qu'il y a d'autres entreprises ailleurs, mais moi, je n'irai pas à Paris. Parce que surtout, il y a Aérospatiale, Matra, etc., qui sont à Paris. Donc, du coup, je rentre à Ruel, une équipe d'avant-projet de missiles, sympa, les gars ont 25 ans, bon, ça me plaît, c'est assez formidable. Mais après 9 ans, j'ai envie de changer. Donc, j'ai dit à mon directeur, moi, je voudrais conduire des projets complets, ou alors m'en aller. Il me dit, attendez, donnez-moi 3 mois, je vais vous trouver quelque chose. Et donc, 3 mois après, le directeur me propose de développer un système de lancement vertical des missiles à partir des bâtiments de surface. Donc, je dis, OK, ça me plaît. Et du coup, je vais proposer une organisation qui n'est pas du tout courante dans la maison, puisque c'est un établissement militaire avec une organisation pyramidale, très hiérarchique, service par service. Et moi, je vais proposer ce qui commence à se faire, une organisation par projet horizontale. C'est-à-dire que le chef de projet prend des personnes dans tous les services et fait son projet. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va gagner en motivation, on va gagner en cohérence, on va gagner sur les coûts et les délais. Et le directeur me dit OK aussi, mais si ça ne marche pas, bah, écoutez, l'année prochaine, je vais ailleurs. Enfin, fin des années 80, donc ça fait 10 ans, et il faut 10 ans pour développer un système d'armes militaires, eh bien, je veux partir encore une fois. Tous les 10 ans, c'est comme ça, c'est une manie. Et mon directeur me dit, bah, écoutez, finalement, la direction par projet, ça a l'air de marcher, je vous propose de regrouper tous les projets de la maison dans un groupe de projets, et puis vous aurez les chefs de projet avec vous. Donc j'ai dit OK, je voulais partir, mais je reste en fait. Les années 80, il y a eu Berlin, la chute du mur de Berlin, et les affaires vont moins bien pour l'armement. Nos effectifs sont réduits par 2. On taille dans les produits, on essaye de garder les meilleurs, de survivre. On survit, mais juste, c'est pas gagné. Et le directeur me dit à ce moment-là, j'aimerais bien que vous fassiez une formation commerciale et de direction. Et je fais en alternance pendant 2 ans l'École supérieure de commerce de Paris qui s'appelle le SCP, Europe aujourd'hui. Et en 2000, je prends la direction commerciale avec 2 objectifs que me donne le directeur, bien entendu, vendre, évidemment, mais aussi, à 15 ans, orienter la politique des produits. C'est-à-dire voir ce qu'il y aura. Je le fais, et 4 ans après, il me demande de créer une direction de stratégie des produits, de recherche et développement, pour faire des produits nouveaux, et de faire des coopérations en Europe. Voilà. Donc, voilà comment s'oriente souvent une carrière. Fin 2007, c'est un peu l'heure de la retraite, je pourrais faire pour encore quelques années. Et moi, je veux faire une autre expérience, celle de créer une entreprise. Donc, je crée en 2008 une SARL de conseil en missiles et en fusées. Et je m'arrêterai en 2012 parce que je croyais faire une niche pour mon fils, qui n'a pas du tout le même métier, mais qui avait envie de créer une entreprise. Et pour le moment, il est dans un cabinet d'architecture et il ne me suit pas. Mais en 2018, pas loin, il me téléphone et il me dit, papa, est-ce que tu ne voudrais pas créer avec moi une SAS, c'est-à-dire une société anonyme simplifiée,
pour de l'architecture dans l'espace. Village lunaire, station spatiale, etc. Ça me plaît, évidemment, et je dis OK, et ça tourne, et à vrai dire, je ne sais pas quand je m'arrêterai, certainement. Voilà. À tout. Bonjour, donc Christian Biroulot, je suis né en 52, j'ai donc 60 ans. Mon parcours est beaucoup plus simple que celui de Pierre-Jacques, pour autant, il va vous montrer qu'à partir de la même vocation et des mêmes études, on peut aller vers des carrières tout à fait différentes. Alors, en ce qui concerne mes études, je suis resté sur Angoulême et j'ai obtenu mon bac S en 1969. Une petite particularité, surtout après avoir entendu Pierre-Jacques, il faut aussi que je me rappelle que j'avais également démarré en filière classique. Voilà. On peut aussi évoluer et pas rester forcément avec un esprit littéraire. À la fin de la terminale, nous avons eu la chance au lycée US de Balzac d'avoir la visite d'élèves de l'INSA de Toulouse qui sont venus faire la promotion de leur école. Et j'avoue que ça a été pour moi, à ce moment-là, un déclic, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers le métier d'ingénieur, sachant que j'hésitais à l'époque entre ce genre de métier, ingénieur, ou éventuellement médecine. Quand on est issu d'un milieu modeste, par contre, démarrer des études longues comme celle de médecine, comparativement à celle d'ingénieur sur 5 ans, eh bien j'ai choisi le circuit court, entre guillemets, si on peut dire des choses comme ça. Et donc, je me suis inscrit à l'INSA, dont je suis sorti en 1974 avec un diplôme de génie civil. Et quand je suis rentré à l'INSA, moi, je ne savais pas encore que j'allais aller vers génie civil. Ça s'est fait progressivement pendant les 2 premières années, qui sont des années de tronc commun. Et puis, il y a un moment donné, on hésite entre plusieurs options. Moi, je n'avais pas une vocation chevillée au corps, et il m'a semblé que le génie civil était le plus intéressant pour moi. Alors, peut-être que, comment dire, le métier de mon père, qui était cantonnier, je relativise ça bien entendu, m'a amené à vouloir aller dans cette branche plutôt que vers l'autre. Ensuite, concernant mon déroulement de carrière, il faut savoir que quand on sort en 1974, je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'était juste un peu après le premier choc pétrolier, et les débouchés n'étaient pas si simples que ça. Donc j'ai démarré par une opportunité qui m'a été offerte sur place à Toulouse en tant qu'assistant à l'Institut universitaire de technologie génie civil de Toulouse. Et là, j'y ai fait pendant 3 ans de la résistance des matériaux et de la mécanique des fluides. Pour autant, ce n'était pas ma vocation. Je trouvais le métier beaucoup trop statique. Et je n'ai eu cesse que d'aller vers un vrai métier d'ingénieur, ce qui n'était pas le cas en étant assistant. J'ai intégré à ce moment-là, en 1977, une filiale du groupe SAE, Société Auxiliaire d'entreprise, qui s'appelait Copreco, et là j'y ai fait des études du développement, de la mise au point et de la commercialisation de panneaux de préfabrication lourde pour des maisons individuelles. J'ai également travaillé sur la réglementation parasismique. Et puis, pour des raisons familiales, sécuritaires et autres, j'ai cherché à entrer dans la fonction publique et j'ai passé le concours d'ingénieur subdivisionnaire qui m'a permis d'accéder à la fonction publique territoriale. Et à ce titre, j'ai été recruté comme directeur des services techniques de la ville de Soyaux, en Charente, où j'ai pu apprécier plusieurs aspects. D'abord, la diversité des domaines d'activité, le bâtiment, qu'il soit administratif, culturel, scolaire, j'en passe les meilleurs. Tout ce qui est en rapport avec les extérieurs, la voirie, les espaces verts, les équipements sportifs, mais également l'urbanisme, que j'avais beaucoup apprécié. Et ce que j'ai également apprécié, c'est la diversité des fonctions. Quand on est sur une petite structure, il faut ménager les équipes, s'occuper de maîtrise d'ouvrage, faire de la programmation, c'est-à-dire définir les besoins pour les nouveaux projets, rédiger les cahiers des charges, mais on n'est pas exclu d'un domaine qui est le nôtre quand on est ingénieur, à savoir les études, la maîtrise d'œuvre. Et puis il y a tout un volet communication qui était intéressant, à savoir les relations avec les élus, les relations avec les administrés,
Les relations avec les administrations concessionnaires de réseau, je veux dire là en particulier tout ce qui est eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement, j'en passe et des meilleurs. Et puis les relations avec les organismes supracommunaux. À l'époque, sur Angoulême, c'était le syndicat intercommunal du Grand Angoulême, qui aujourd'hui est devenu la Comagam. Il faut même savoir qu'en finale, je me suis, en finale, de ce poste à Noyau, je me suis aussi occupé du développement social du quartier du Champ de Manœuvre, donc là, on est assez loin de la vocation d'ingénieur. Développement social du quartier du Champ de Manœuvre, dont j'ai été pendant un peu plus d'1 an le chef de projet. C'est à cette époque-là, pour l'anecdote, que je ne vous cache pas ma fierté d'avoir, avec les services techniques, participé à l'organisation du premier concert de Johnny Clegg, c'était sur la plage Jean-Jacques Rousseau au Champ de Manœuvre. Également, avoir participé sur des choses un peu nouvelles, en tout cas pour la petite commune de Soyaux, comme le premier feu d'artifice sur Soyaux que nous avons fait avec les équipes municipales du haut des tours du Champ de Manœuvre. Et également, alors peut-être que certains d'entre vous, sur Angoulême, s'en rappellent, pour avoir participé à la commémoration du bicentenaire de la Révolution. Nous avions pavoisé en bleu, blanc, rouge, avec le concours du club alpin français, les tours du Champ de Manœuvre. Et ça, c'était visible des alentours. Je ne sais pas si certains d'entre vous. Voilà, petite anecdote, qu'à l'œil, je referme. Quand on arrive à la quarantaine, moi, c'était pas tous les 10 ans. Quand on arrive à la quarantaine, on peut avoir envie de ne pas poursuivre dans la même voie que celle que l'on a découverte pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi qui avais à un certain moment hésité entre les études de médecine et les études d'ingénieur, eh bien, je ne sais pas s'il y a un raccourci, quelque chose qui était un peu inscrit, je me suis tourné vers la fonction technique publique hospitalière. Et j'ai intégré l'hôpital de Girac à Angoulême, où j'ai été ingénieur en chef, de 1990 jusqu'à mon départ à la retraite en 2013. Là, ça m'a obligé à me recentrer sur les métiers du bâtiment, en laissant tomber, si je peux dire, la voirie, les espaces verts, les équipements sportifs et l'urbanisme. Mais en me recentrant sur le bâtiment, j'ai été obligé d'accompagner tout ce qui était en rapport avec des spécificités propres au secteur hospitalier. Je pense en particulier à la sécurité électrique, à la sécurité incendie, aux fluides médicaux, aux adaptations patrimoniales en rapport avec l'installation des équipements biomédicaux. Je parle en particulier des scanners, des accélérateurs de particules, IRM, gamma, caméra, j'en passe et des meilleurs. Par contre, au niveau des fonctions, c'était un peu la même chose, management d'équipe, maîtrise d'ouvrage, programmation et maîtrise d'œuvre, avec une nouveauté pour moi, en tout cas, c'était la conduite de projets pluriannuels en secteur hospitalier. Les investissements sont lourds et en général, les projets sont des projets pluriannuels, ce qui donne une autre dimension, sans doute, avec les projets qu'on mène quand on est dans une petite collectivité. Voilà en ce qui concerne mon parcours, et comme vous le voyez, il est très différent de celui de Pierre-Jacques, et il est également très différent de celui de Goyot, notre troisième confrère. Il n'est plus là. Non, Monsieur Goyot nous a quittés. Petit problème technique, je suppose. Ah bon. Donc on va attendre, il va peut-être se reconnecter. On va continuer sur le volet, puis on se retrouvera à la fin, peut-être revenir voilà, sur notre déroulé. Ingénieur de main, quel métier, quelles études, peut-être vous voulez commencer. Oui, on va commencer par ça. Alors, quel métier quand on est collégien, ou même lycéen? C'est quand même une question difficile, à la fois difficile et cruciale. Avant de choisir une voie d'études, il est assez important de découvrir, de choisir les métiers qui nous correspondent le mieux. Mais il faut mûrir ses choix, ça ne vient pas tout de suite. Ça prend du temps. Alors autant commencer tôt. Une première partie de la solution réside déjà aujourd'hui. Dans quel domaine que nous connaissons, nos amis connaissent, nous connaissent, je me sens le plus motivé et aussi le plus capable. C'est donc une question à se poser et qui va permettre
d'éclaircir qu'est-ce qu'on fait le mieux aujourd'hui. C'est peut-être pas ce qu'on fera le mieux demain, mais c'est déjà un début. Une seconde consiste aussi à commencer à connaître un certain nombre de métiers. Qu'est-ce qu'il y a pour connaître des métiers? Il y a des lectures, il y a Internet, il y a des contacts comme aujourd'hui. Il y a aussi des contacts personnels. On peut, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à le demander, aller au-devant des gens. Et si on connaît quelqu'un en se disant, tiens, je voudrais savoir quel est le métier d'un médecin ou quel est le métier d'un ingénieur, lui demander, est-ce que vous auriez le temps pour qu'on vous me présentiez et que vous me disiez ce que vous pensiez de votre vie au jour le jour. Plus tard, en y réfléchissant, on peut dire par quoi je pourrais être attiré à ce moment-là, puisque je commence à connaître quelques métiers, je sais moi-même ce dont je me sens capable, où c'est que je pourrais être, où c'est que je pourrais travailler le plus avec plaisir, où je pourrais m'épanouir, ou faire ce que je crois est utile ou le mieux. Et à ce stade, il ne faut pas douter. Si je me sens attiré ou motivé par un choix de métier avec un S, ça peut être plusieurs métiers, alors je mets déjà toutes les chances de mon côté. Voilà. On va vous présenter maintenant des métiers de l'ingénieur, et puis on tentera de répondre à des questions à la fin. Alors, tout à fait. Le métier de l'ingénieur débute par comprendre les besoins de la demande. Alors, j'ai écrit en rouge les mots que je vais essayer d'expliquer. Pour comprendre ce que veut quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Il faut être aussi curieux, c'est-à-dire il faut le faire parler pour lui faire exprimer exactement ce qu'il veut. Parce qu'il a des besoins. On va prendre un exemple, quelqu'un veut acheter un véhicule, et il a des besoins, il veut se faire transporter d'un endroit ou à un autre, mais aussi il veut pouvoir rentrer des objets dedans, etc. On pourrait dire que ce sont des besoins rationnels. Les besoins rationnels, il peut les écrire, et puis il veut que son véhicule fonctionne dans des pays où il fait très froid, où il fait très chaud, où il ne veut pas entendre de bruit, par exemple. Et puis il a des demandes personnelles. Ces demandes personnelles, ça tient à lui-même. Et par exemple, il est plus attentif à l'aspect sécurité du produit, ou à l'aspect économique, au confort, ou à l'impact écologique. Ça peut être aussi une notion d'orgueil. Il veut avoir un plus bel objet que son voisin. Ça peut être banalement le prix ou le délai. Ça, c'est des demandes qui sont moins rationnelles, mais qui sont plus personnelles, mais qu'il faut connaître. Et puis aussi, il peut ne pas vouloir, il peut détester certaines choses. Une forme de couleur, une odeur, des caractéristiques qui ne lui plaisent pas du tout. Tout cela, ça fait partie de l'écoute et du début du métier, comprendre pour bien répondre à ce que veut le client, mis entre parenthèses. Le client, c'est qui au fait? Le client, c'est la personne qui demande. Mais la personne qui demande, ça peut être l'utilisateur, une voiture par exemple. Et si le client, par exemple, c'est le métro de Mexico, qui demande à Alstom, qui est une usine qui fabrique des métros et qui est à Étré, à côté de La Rochelle, alors ça demande à client, c'est celle de l'utilisateur, de l'exploitant du métro, et aussi des clients qui monteront dedans, des passagers qui monteront dedans, et de celui aussi qui va payer le métro, de celui qui va l'entretenir. Le client, c'est une ou plusieurs personnes qui vont exprimer leurs besoins. Voilà. Et puis, quand on a compris ce qui était demandé, eh bien, avec les connaissances de l'ingénieur, c'est celle qu'il aura appris, bien entendu, dans l'école qu'il aura faite, mais c'est celle qu'il va avoir petit à petit, au fur et à mesure qu'il fait son métier. Et puis, avec l'équipe dans laquelle il est ou qu'il dirige, il doit résoudre les problèmes qui ont été exposés.
Eh bien, pour résoudre ces problèmes, il n'est pas seul, évidemment, et il a des problèmes. Les problèmes qu'il a à résoudre sont des problèmes d'organisation, de conception et de réalisation. Organisation de quoi? Il y a des moyens qu'il faudra pour préparer le projet. Qui fera quelle tâche, à quel moment il le fera, quel matériel on aura besoin pour le faire, combien ça coûtera. Voilà. Et puis ensuite, lorsque on aura fait le produit, il faut le mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est que la mise en œuvre? Pour ça, j'ai mis en rouge, parce que ça demande à chaque fois d'être expliqué. Mettre en œuvre, c'est utiliser, mais c'est aussi entretenir, maintenir, rénover, réparer. Et enfin, on voit dedans avec les produits et les services demandés. Alors, une petite distinction entre les produits et les services. Si vous voulez vous déplacer pour voyager, vous pouvez acheter une voiture, c'est un produit, vous allez la conduire. Et vous pouvez aussi prendre le train. À ce moment-là, c'est la SNCF qui vous fait le service de vous transporter. Elle assure un service, alors que l'industriel qui vous vend une voiture vous vend un produit. On va changer de planche, voilà. Qui est l'ingénieur? L'ingénieur, c'est une femme ou un homme. Il y a de plus en plus de femmes ingénieurs. Quand j'étais étudiant, il y avait 3% d'ingénieurs femmes. Aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 20% d'ingénieurs femmes, mais dans les écoles, actuellement, il y a entre 25 et 50% d'étudiants ingénieurs femmes. C'est donc un métier qui va devenir autant féminin que masculin. C'est une formation solide et reconnue. La formation elle est assurée par des établissements publics ou privés qui répondent à un cycle de formation de 5 ans. Et ce cycle d'information est surveillé par une commission des titres qui va regarder comment sont faits les cours, quelle est la valeur académique de l'instruction, mais aussi quels sont les contacts avec l'industrie, quelles sont les possibilités d'échange avec l'étranger. Et si cette commission considère que la formation est une formation solide, alors elle autorisera le diplôme pour l'école qui lui assure cette formation. L'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui est au cœur de la problématique des solutions pour la société et le changement. Dans tous les métiers où il y a à innover, à créer, il y a besoin d'ingénieurs. Il y en aura de plus en plus besoin demain. Dans toutes les activités où il y a à innover, à modifier, à faire du changement, il y aura besoin d'ingénieurs. Mais il y a quand même des métiers qui n'existaient pas hier et qui demain vont être plus prégnants. Ce sont les métiers du numérique. Et on le voit évidemment tous les jours. Et là, on a les métiers du numérique que j'ai un peu représentés dans l'image en bas par ces satellites qui vont transmettre des données, acquérir des données et les transmettre. Il y a aussi les ordinateurs quantiques qui vont remplacer les ordinateurs d'aujourd'hui. Il y avait, ils vont remplacer demain, mais il y avait une loi qui disait que tous les 10 ans, on doublait les capacités des ordinateurs. Quand on va passer à l'ordinateur quantique, on va multiplier par 1000, 10 000, 100 000 les capacités des ordinateurs. Ça sera une révolution et les ordinateurs quantiques, on commence à en faire. Il y en a aux USA, il y en a en Chine et il y a un plan en France pour en faire. Le deuxième volet, ça sera les énergies. Les énergies et le troisième, l'environnement. Ce sont deux domaines qui vont vraiment nécessiter beaucoup d'ingénieurs parce qu'il y a beaucoup à faire. Les énergies pour avoir des énergies moins polluantes et plus disponibles. L'environnement à cause du climat et encore de la pollution et des déchets. Tout ça va demander sur les 50 prochaines années et beaucoup d'ingénieurs.
Et vu que j'ai représenté la dame qui est Marie-Anne Claire, c'est la directrice du Centre spatial guyanais à Kourou, celui qui lance toutes les fusées européennes. Cette dame a fait Polytechnique féminine et une autre école d'ailleurs. Il y a vu en bas à gauche, c'est des flying walls, c'est-à-dire des baleines volantes. En fait, c'est un retour des dirigeables. On ne voit pas très bien, mais il est en train de transporter une maison. C'est une façon de faire du transport qui ne fait pas de bruit, qui ne dépense pas beaucoup d'énergie, et on va retrouver ça demain. Là, une image qui est au centre, j'en ai parlé, l'image qui est à droite, dans le fond, on voit des éoliennes en mer, et on voit une plateforme. Cette plateforme, c'est une plateforme qui va transformer l'énergie électrique en hydrogène. Pourquoi? Parce que les éoliennes sont une fourniture d'énergie intermittente. C'est très difficile d'utiliser cette énergie pour, je dirais, pour les besoins habituels, parce qu'au moment où on en a besoin, il n'y a peut-être pas de vent. Par contre, si on veut pomper de l'eau, si on veut fabriquer de l'hydrogène, eh bien là, on peut accumuler dans des réservoirs de l'hydrogène liquide qui sera ensuite transporté. Il va servir à quoi? Il va servir à la mobilité. On pourra avoir son réservoir d'hydrogène, comme on a un réservoir d'essence, sauf qu'il faut qu'il soit bien isolé. Et on pourra faire marcher les trains qui ne sont pas électriques, si possible, parce que sinon c'est un peu idiot, les bateaux, les voitures et d'autres véhicules, tout ce qui peut avoir besoin de se déplacer. C'est une alternative aux batteries pour des voitures qui seront de toute façon avec des moteurs électriques. Donc, moi j'ai commenté cette planche, on va passer à la suivante. Ok, d'accord. Alors, après les précédentes explications fournies par Jacques, oui, c'est ça. Les domaines d'activité. Alors, ces domaines d'activité, ça va reprendre un petit peu ce que Pierre-Jacques a pu dire, mais ils sont extrêmement divers et variés. Là, ils ont été synthétisés en 4 grands blocs. Les deux premiers par ordre d'importance, l'industrie, les infrastructures et les services, puis le BTP, bâtiments, travaux publics et l'agriculture. Si on voulait être un petit peu plus précis là-dessus, pour ne pas avoir des grands groupes comme ça, on pourrait dire, en commençant par l'agriculture, concerne aussi la sylviculture et la pêche. Là, on est de l'ordre d'effectivement 2%. Dans le bâtiment, travaux publics, on pourrait aussi indiquer que dans les infrastructures et services, on trouve tout ce qui est en rapport avec l'activité tertiaire, avec les sociétés de services, et notamment tout ce qui est services publics de distribution d'eau, d'électricité et de gaz. Je vais faire aussi un petit commentaire, sans aller rentrer dans le détail, c'est que les chiffres ont tendance, mine de rien, à évoluer. Et là, si on se réfère à l'actualité et à ce que l'on entend plus souvent depuis le démarrage de la pandémie, eh bien, on constaterait que ces chiffres-là étant peut-être un petit peu anciens, et on va le voir aussi dans d'autres exemples tout à l'heure, la part de l'industrie a tendance à diminuer, la part de l'infrastructure, mais surtout des services, a tendance à augmenter, alors que les deux autres volets sont stables, 6%, 7% et 2%. Alors, les secteurs d'activité sont très divers et très variés. En effet, comme évoqué précédemment, les ingénieurs et les scientifiques utilisent les sciences et les technologies pour trouver des solutions aux problèmes de chacun, aux problèmes de la société, aux problèmes de la planète, et dans tous les domaines. Alors, les domaines, je ne vais pas rentrer dedans dès maintenant, parce que ça pourrait faire un peu d'énumération à la Prévert, mais néanmoins, c'est extrêmement varié, et on va pouvoir y venir. Et de ce point de vue-là, si on reprend également les grandes missions de l'ingénieur dans ses activités, eh bien, il doit être inventif, développer, produire, vendre. Inventer et développer, c'est concevoir des nouveaux produits et des nouveaux services en réponse aux besoins du marché. C'est également planifier et organiser leur production, ainsi que leur contrôle qualité. Et puis c'est aussi, bien entendu, on ne fabrique pas ça pour le
plaisir, mais comme ça a été dit précédemment, c'est aussi les vendre à la clientèle. Mais c'est également, au niveau des activités, d'autres volets qui sont un petit peu différents, comme les missions d'expertise, celles de contrôle ou de conseil au sein des entreprises ou auprès des clients. Et c'est aussi un volet qui est important, qui est celui du management, c'est-à-dire organiser, gérer et animer les équipes. Si maintenant, on veut rentrer un petit peu dans le détail de ces grands paquets, entre guillemets, d'activités qui sont présentées sur la diapo qui est affichée, et si on regarde ce qui se passe au niveau de l'industrie, on va citer, par exemple, au niveau de l'activité, la fabrication de matériel de transport dans l'aéronautique, dans le spatial. On pourrait citer des entreprises comme Airbus, Safran, Ariane Group, Thales, Aliena Space, le CNES. On pourrait citer également l'automobile, le ferroviaire. D'ailleurs, on peut le ferroviaire, il doit y avoir une illustration avec le maglev de Shanghai, c'est l'image en haut à gauche. En bas à droite aussi. Et en bas à droite, en fabrication, peut-être c'est ça. Tout ce qui est en rapport avec la construction navale, mais c'est aussi, autre exemple, fabrication de produits électriques, électroniques, informatiques. C'est la fabrication des équipements hospitaliers et du matériel biomédical. Alors là, c'est pareil, on va être un peu dans l'actualité, mais si on se réfère à cette actualité un peu pressante, on pourrait parler de la fabrication des matériels de laboratoire et des fameux séquenceurs dont on parle actuellement. C'est aussi l'industrie chimique et pharmaceutique. Là aussi, clin d'œil à l'actualité, tout ce qui est en rapport avec les traitements, les vaccins. La production et la distribution de gaz, d'électricité, la fabrication de machines, d'équipements, d'armement aussi, on en parle un peu moins, mais ça reste un élément non négligeable. Tout ce qui est en rapport avec la fabrication des denrées alimentaires, des boissons, et puis l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution. Ça, rangé dans le côté industrie. Si maintenant on regarde un petit peu ce qui se passe dans les services, là on trouverait les services informatiques, les services aux entreprises, l'ingénierie, c'est-à-dire la conception et la réalisation d'infrastructures. On pourrait parler aussi du contrôle technique, en citant des exemples comme la PAV ou Veritas, dont vous avez sans doute tous entendu parler. Mais on pourrait trouver aussi dans les services l'administration publique, l'État, la territoriale, l'hospitalière, les activités financières et l'assurance, les télécoms, les transports routiers, ferroviaires, aériens, l'enseignement, le commerce. Après, pas grand-chose à dire parce que leur titre le résume bien, construction et bâtiments travaux publics. Là, on pourrait plutôt citer des exemples, par exemple les barrages, les ponts, les aéroports, les routes, et bien sûr tout ce qui est en rapport avec le logement. Et puis l'agriculture, la sylviculture et la pêche, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. On pourrait rajouter aussi, comme ça a été évoqué précédemment, c'est qu'il y a une préoccupation qui va apparaître et prendre une importance de plus en plus grande sur tous ces volets-là, c'est tout ce qui touche au développement durable, à l'environnement et à la préservation de la planète, qui va venir impacter un peu tous les secteurs que j'ai pu évoquer à l'instant. Oui. Alors, les métiers et fonctions, là vous avez encore un diagramme qui évoque ce que sont les répartitions des métiers et fonctions dans plusieurs secteurs, les recherches, les études, 35%, la production, 22, système d'information 17, les directions commerciales, 9, les directions générales, etc. Alors là aussi, même commentaire que pour ce que vous aviez dans la précédente diapo, c'est que là aussi, les chiffres ont tendance à évoluer. Alors là, la planche qui passe en ce moment retrace des statistiques qui sont un petit peu anciennes, puisqu'elles étaient datées de 2014. Si par contre on regarde comment les choses ont évolué depuis, eh bien, on a un peu la même tendance que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que recherche et études, ça diminue, 33%. Production, ça diminue aussi, 18%.
Système d'information, curieusement, ça diminue. Et on voit apparaître, par contre, des aspects nouveaux comme, qui sont peut-être un peu sortis des gros groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont par exemple tout ce qui est en rapport avec l'audit, c'est-à-dire le conseil technique, le conseil à l'organisation, mais aussi des disciplines plus spécifiques comme la logistique, qui, on l'a vu aussi, prend de plus en plus d'importance. Logistique, chaîne logistique, que certains appellent aussi supply chain. Voilà. Si on fait un commentaire par rapport à ce que je viens de dire, une fois de plus, ça colle à l'actualité. On peut craindre que si on a un peu moins de recherche et études, si on a un peu moins de production, eh bien qu'on soit un peu plus dépendant, puisque tous ces chiffres-là concernent les métiers d'ingénieur en France, qu'on soit un peu plus dépendant des pays étrangers, ce qui est somme toute assez dommage et qui, d'une certaine façon, est un appel à ce qu'il y ait des ingénieurs qui viennent étayer les disciplines que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir recherche, conception, production. On peut peut-être passer voilà. Alors, les qualités requises pour être ingénieur, c'est avoir un esprit scientifique. C'est quand même la base. Donc, être curieux, créatif, aimer les sciences et les techniques. Il y a une donnée que je rajouterais bien, c'est être rigoureux, parce que ça paraît fondamental quand on est ingénieur. Avoir de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, aimer être en équipe et exprimer de l'empathie justement avec les personnes qui composent l'équipe, aimer se projeter dans l'avenir, anticiper les risques et les opportunités, et également, comme il est dit pour finir, parler couramment l'anglais, oui, c'est de plus en plus évident, bien écrire en français. Je dirais même que si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est que tout ce qu'on est en train de dire par rapport à la filière ingénieur ne vous dispense surtout pas d'être bon en français. Je dirais même que s'il y avait une discipline à privilégier avant toute, quand bien même on ferait des études scientifiques, ça serait d'être parfaitement à l'aise en français, ce qui peut-être n'est pas toujours le cas, et donc je souhaitais vous le dire. Pour cela, effectivement, au niveau des formations, il faut suivre les disciplines scientifiques et technologiques. Il faut avoir aussi une personnalité qui soit en rapport avec l'envie de créer et de changer pour faire mieux. Il faut avoir des capacités d'adaptabilité et de mobilité. Il faut savoir communiquer. Et en fait, il faut être motivé, chercher à savoir et à comprendre. Il faut être persévérant pour résoudre des problèmes, trouver des solutions nouvelles, et pour réaliser, concevoir, développer et conduire des projets. En finale, par rapport à ces qualités requises, je dirais que si vous êtes curieux, si vous voulez un avenir professionnel évolutif et attrayant, si vous êtes créatif, curieux, dynamique, méthodique et rigoureux, si vous aimez le travail en équipe, si vous aimez voyager, si vous avez l'impression d'être assez autonome, si vous aimez travailler dans un contexte de plus en plus international, si finalement vous aimez tout simplement vivre avec votre temps, mener des projets jusqu'au bout, chercher des solutions créatives, alors le métier d'ingénieur est fait pour vous. Et je vais conclure sur ces éléments-là en vous donnant une petite anecdote, parce que les métiers et les domaines d'activité, les fonctions, sont des éléments qui peuvent conduire à des surprises. J'ai eu un binôme en formation de génie civil qui, bien entendu, quand il a démarré son activité professionnelle, est rentré dans une entreprise toulousaine de bâtiment. Et à ce titre-là, il s'est occupé de sous-traitance. Et bien, quelques années après, lui aussi, quand il a voulu découvrir d'autres secteurs, il s'est servi des connaissances qu'il avait acquises en termes de sous-traitance, et ça lui a permis de changer complètement de domaine d'activité et de quitter le bâtiment pour rentrer dans l'aéronautique. Et il est devenu un
spécialiste de sous-traitance chez Airbus, à l'époque c'était Aérospatiale, et sous-traitance pas de fabrication d'avions, mais sous-traitance d'études. Et c'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à aller superviser et sous-traiter des études confiées aux Russes, aux Indiens et aux Chinois. Voilà. On va changer de change. Alors, quelle voie pour devenir ingénieur? Il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de façons de devenir ingénieur, mais dans l'ensemble, il y a toujours deux cycles. Il y en a un qui dure 2 ans en général, qui est où l'étudiant acquiert des bases étendues en mathématiques, en physique et en chimie. Et puis un autre cycle de 3 ans où l'ingénieur va se spécialiser dans des matières qu'il a choisies, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses maintenant. Quand on était, il y a 80 ans, mettons, ingénieur, on avait à peu près toujours le même profil. On pensait machine à vapeur, etc. Peut-être 100 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est très diversifié et selon les écoles, selon les voies pour y arriver, il y a énormément de spécialités. Il faudra choisir. Mais je vais en reparler. Ensuite, il y a donc, en partant de la gauche, une voie qui est directement dans la même école pendant 5 ans, une voie post-bac, c'est-à-dire directement après le bac, on rentre dans une école sur dossier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sélection, il faut un dossier, il y a un choix, mais après on reste dans la même école si ça se passe bien. Ensuite, il y a une autre façon de faire, c'est de faire le vert, celui qui est au milieu, qui est la prépa, qui est maths sup, maths p, et qui est en 2 ans aussi, des fois en 3 ans. Il y aura un rattrapage. Et là, après, pour attaquer les écoles qui sont au-dessus, il faut passer un concours. On peut passer une fin de prépa sur des écoles qui sont à concours, ou on peut repasser, comme on le voit, sur l'école post-bac. Une autre façon encore, c'est de dire je n'ai pas envie de faire des études très longues, donc je vais entamer un DUT ou un BTS. Là encore, c'est un cycle de 2 ans, puis on peut sortir diplômé d'un DUT ou d'un BTS. Un cycle qui a 2 ans, mais qui est en train de passer à 3 ans, je peux signaler. Pourquoi? Parce que l'équivalent, la licence, est sur 3 ans. Je me trompe? C'est ça, hein? 3 ans. Et donc, on est en train de faire monter le DUT à 3 ans. Ça a commencé cette année, je crois. Donc, quand on a fini son DUT, on se dit, tiens, finalement, j'ai envie de continuer. Je ne vais pas aller tout de suite dans l'industrie. Et je peux soit continuer dans une formation d'alternance, soit repasser encore dans une autre type d'école, comme les écoles post-bac. On peut aussi faire un cycle de prépa dans des écoles mutualisées. C'est la même chose un petit peu que un DUT, un BTS. Et il y a encore, sauf erreur, un concours pour passer en cycle ingénieur. Il y a une dernière voie qui est d'aller par la faculté. C'est une voie où il n'y a pas de dossier d'entretien, donc il n'y a pas de sélection. Mais il y a une contrepartie, c'est que ça peut durer plus longtemps. On a la licence, la L3, qui est équivalente à la première année du cycle d'ingénieur, et puis après le master. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est un master qui n'est pas diplômant en tant qu'ingénieur, il faudra repasser dans une autre école et faire 2 ans encore. Mais on peut arriver en 5 ans, 6 ans par cette voie-là aussi. Je ne l'ai pas marqué, mais même si on n'a pas fait ces voies-là d'accession à l'ingénieur, et qu'on a par exemple un BTS, et qu'on rentre dans une industrie, on peut encore faire le CNAM, par exemple, qui est le Conservatoire national des arts et métiers. On va faire des cours le soir. Certes, c'est assez difficile, assez exigeant. Ça va durer des années, mais on peut y arriver. On peut aussi même avoir une promotion interne et
avoir des formations professionnelles qui vont amener à être ingénieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver, et si on ne réussit pas au début, si on a vraiment envie d'y arriver, on a beaucoup de manières de le faire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que toutes les voies qui sont là sont des voies, je tiens, qui délivrent un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par l'État, qui est soumis à la commission des titres, et on a donc un diplôme reconnu d'ingénieur. Il y a des écoles privées, en général, privées, souvent chères, qui prétendent à une formation analogue et qui ne donnent pas de diplôme reconnu et qui ne débouchent pas réellement sur un métier d'ingénieur. Donc il ne faut pas se laisser abuser par certains discours. Les écoles d'ingénieurs qui sont diplômantes, il y en a plus de 200. Donc il y a du choix en France. Et plus la faculté, comme je l'ai indiqué. Et les moyens après de le faire. Donc il faut avoir quand même des formations diplômantes, parce qu'après, lorsqu'on est sur le marché de l'emploi, eh bien après, on peut le regretter. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a les CIT, ça doit être de vos lycées, c'est les conseils d'orientation et d'information, pardon. Alors, c'est les psychologues d'éducation nationale, mais en effet, ils travaillent dans un centre d'information. Centre d'information voilà, et de documentation, où on peut trouver pas mal d'informations sur les écoles. Il y a un site internet qui est pas mal fait du tout, qui s'appelle l'Étudiant. Sur le site de l'Étudiant, par exemple, on va trouver le classement des écoles. Bon, ça sert à savoir si l'école est bien classée, etc. Et on va surtout pouvoir faire son propre classement si on juge que, par exemple, le fait que l'école ouvre mieux à l'industrie ou que l'école a des possibilités de faire 1 année ou 2 années à l'étranger, etc., on peut faire son propre classement. Et ensuite, on peut surtout, en cliquant sur les écoles elles-mêmes, savoir exactement ce qu'elles font, ce qu'elles proposent comme études, ce qu'elles proposent comme spécialité. Et donc là, on va pouvoir faire son choix. Moi, je vous conseille, quand vous aurez une idée des métiers que vous voulez faire, d'aller regarder effectivement sur le site de l'Étudiant quelles écoles risquent de mieux convenir à vos choix. Voilà. Et en résumé, être ingénieur, c'est exercer un métier de passion, un métier passionnant. C'est un métier où on va faire des choses nouvelles et on va faire, si on a bien choisi, des choses qui sont utiles, voire indispensables aux évolutions de notre société. L'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui est très recherché par les employeurs. En fait, 50% du premier emploi se contracte souvent avant la sortie de l'école. Et le taux d'emploi est supérieur à 96%. C'est quand même pas négligeable. C'est donc, je dis, un accès facile à l'emploi à l'issue des études. C'est aussi un des salaires relativement attractifs. Alors, je vous mets deux montants parce que on ne sait pas quand on est élève quelle est la différence. On peut gagner 34 000 € bruts en moyenne quand on débute, mais il ne faut pas oublier que quand on a un salaire brut, il faut enlever les charges sociales, ce qu'on paye pour la retraite, pour la santé, etc. Et en fait, 34 000 € par an, ça fait 2 200 € par mois. Si un jour on vous parle, vous voyez un salaire à l'année, vous faites un peu le calcul, il faut d'abord diviser par 12 mois et après multiplier par à peu près 0,75. Que dire encore? Pour faire vos choix, vous pouvez aussi vous appuyer sur des anciens élèves. Les anciens élèves des écoles d'ingénieurs sont là pour vous aider à avoir des contacts dans l'industrie, pour vous aider à rencontrer quelqu'un dans une industrie qui exerce un métier qui vous plairait et qui va vous expliquer quel est au jour le jour son métier. On peut comme ça avoir des idées, des a priori sur un métier et s'apercevoir après que dans la vie de tous les jours, ce n'était pas ce que l'on croyait. Donc ça, c'est important de faire ça. Et il y a, dans ce groupe de l'ingénieur, les groupes d'anciens ingénieurs, il y a au moins un groupe où on a un nom, je crois, il y a en dernier, donc on fait la planche. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a mis ici nos mails, nos adresses mail.
Et si vous nous demandez d'autres renseignements, si vous nous dites « j'aimerais bien aller savoir qu'est-ce qui se passe chez tel industriel », on trouvera le moyen de vous faire un contact et de vous faire un entretien avec les personnes. Un ingénieur qui est en service est toujours content de pouvoir parler à un étudiant ou un élève qui a envie de venir pour savoir quel est le métier. Je voudrais juste rajouter un petit mot pour encourager tous ceux qui peut-être pourraient être effrayés, pourquoi pas, ça peut arriver, par ce que l'on vient de dire et par l'idée qu'ils se font de la difficulté à devenir ingénieur. Je voudrais simplement leur dire une citation de Nelson Mandela qui disait « Il faut que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». Essayez de faire cette phrase-là pour que ça puisse vous tirer vers le haut et non pas vous effrayer. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Goyot nous ayant rejoint, est-ce que nous pouvons lui passer la parole maintenant? Absolument. Monsieur Goyot, c'est à vous. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Bien, je suis désolé, Internet m'a lâché au moment où je devais me présenter. Je vais le faire assez rapidement si ça peut aider à focaliser des questions spécifiques. Bon, personnellement, donc après le lycée bac scientifique, je suis allé à l'INSA de Lyon sur les conseils d'un copain qui avait un copain. Donc ça s'est passé par une forme de réseautage de l'époque, mais j'avais quand même l'intention d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Ça, c'était dans la tête. Et fasciné par l'électricité, je me suis retrouvé en spécialisation électricité électronique, ce qui ne m'a pas déplu. Par contre, curieusement, quand il s'est agi de trouver un emploi, je me suis retrouvé avec une proposition d'ingénieur terrain dans la prospection pétrolière. J'étais célibataire, j'avais rien à perdre, le métier avait l'air intéressant et les gens que j'ai rencontrés pendant le recrutement étaient des gens assez fascinants. Donc j'ai opté et je ne l'ai jamais regretté puisque j'y suis resté toute ma carrière. Le métier, c'était de vendre des services, d'exécuter en les vendant des services techniques sur les chantiers pétroliers. Et à ce titre, ça m'a valu de travailler en Europe, aux USA, en Asie et au Moyen-Orient, hein, pour faire bref. En termes de progression de carrière, donc j'ai eu quelque chose d'assez différent de Pierre-Jacques et de Christian. Commencé comme ingénieur de terrain, donc à faire des mesures dans les puits de pétrole pour donner des réponses à nos clients. Petit à petit, j'ai été orienté vers la fonction personnelle. Premièrement, en m'occupant de la formation technique de jeunes recrues qui avaient besoin d'apprendre le métier. Deuxièmement, en passant carrément au recrutement de jeunes ingénieurs. Et le défi, c'était de faire la même chose qu'on faisait en Europe, mais là, c'était l'Indonésie pour moi. Et de là, je suis passé à la gestion du personnel international, avec tout ce que ça représente. Beaucoup de voyages, des gens de toute nationalité, etc. Tout ça a duré une demi-carrière. Et la deuxième moitié, transférée à Bruxelles dans un groupe qu'on appelait Affaires européennes. Mon boulot sur pas mal d'années a consisté à découvrir et mettre en pratique les programmes européens qui pouvaient aider nos politiques de formation internationale et de recrutement pour les ingénieurs et les jeunes chercheurs. En clair, je ne me suis pas ennuyé, c'était très international. Le français, personnellement, ne m'a pas trop servi, puisque c'était en anglais dès le départ, contractuellement. Quoi dire d'autre? On verra les questions. Je ne veux pas en dire plus pour le moment. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous, M. Goyot. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Alors, ça a l'air assez, comment dire ça, riche en informations. Bon, pour des élèves de collège, en effet, ça peut paraître un peu abstrait. On a bien vu que c'était plutôt s'intéresser à certains types de matières. Bon, mais en tout temps, on n'entend pas que le français est très important.
Là, les élèves vont faire des choix dès l'année prochaine. Donc, quand même, on peut dire qu'il y a tout intérêt à avoir quand même un penchant pour les matières plus scientifiques, on va dire, la physique, les mathématiques, peut-être la technologie. Et voilà, et peut-être dire un mot sur ça. Et surtout, quand on voit la possibilité de poursuite d'études, là, pour des élèves de 3e, ça a l'air un peu abstrait. Déjà, dès l'année prochaine, ils vont pouvoir construire leur projet. Quels conseils vous leur donneriez? Parce qu'on a parlé de rigueur, on a parlé d'organisation. Est-ce que justement, dans la période de lycée, ça permet de construire ce genre de compétences pour ceux qui ne les ont pas encore vraiment et pour ceux qui cherchent à les avoir? Vous voyez, est-ce que vous pensez que, voilà, en 3 ans, on peut avoir un projet vers ces études-là et qu'après, même si on le recule un petit peu, est-ce que vous pensez que voilà, on peut mettre ça, on va dire, on peut commencer maintenant ou commencer après le lycée ou commencer pendant le lycée, en fait? Alors, comme je l'ai dit, je crois que d'abord, il faut mûrir son projet. Donc, il faut y penser quand même le plus tôt possible. Pas forcément s'omnibuler sur le métier qu'on fera demain, mais essayer de comprendre un petit peu ce déjà, comme je l'ai déjà expliqué, ce déjà où on se sent attiré et à l'aise. Si on n'est pas du tout attiré par la physique, par le mouvement des objets, par les matériaux, par les mathématiques, évidemment, quand on est attiré par d'autres domaines, on n'est peut-être pas tout à fait prêt pour penser à ce type de métier-là. De toute façon, quand je dis qu'il faut penser au métier de demain, ce n'est pas forcément le métier d'ingénieur. On peut se trouver à vouloir faire en même temps plusieurs métiers et choisir un petit peu plus tard. Mais il est bon d'y réfléchir. Donc, revenir sur là où on est à l'aise déjà, et si on se sent à l'aise, il ne faut pas se faire d'a priori, par contre. Il ne faut pas se dire je veux faire ça parce que je veux faire ça, parce que papa fait ça, ou au contraire, parce que je ne veux pas le faire parce qu'il le fait. Hein. Il faut se sonder soi-même. Il faut éventuellement demander à ses camarades, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, tu vois quoi, pourquoi ça te plairait à toi, et moi, tu crois que je pourrais, etc. Par contre, quand on se pose la question, est-ce que je pourrais, il ne faut pas avoir peur du tout. Christian l'a dit, il faut savoir si on a envie de faire quelque chose. Si on a envie, on a déjà 80% du chemin qui est fait. Et c'est vrai déjà pour les études, hein. C'est vrai pour les matières que l'on fait. Donc, nous avons une question du collège Alfred de Vigny. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une mission donnée à un ingénieur pour mieux visualiser en quoi ce métier consiste? Qui veut répondre? Moi, je peux apporter une réponse avec ma propre expérience. Voilà, vous pouvez peut-être chacun donner un exemple. Je vais viser là plus particulièrement la dernière partie de ma carrière à l'hôpital d'Angoulême et sur un petit secteur, mais néanmoins, par exemple, pouvoir moderniser le secteur de la maternité, plus exactement le pôle femmes, mères et enfants. Donc, ce sont des besoins qui émergent du corps médical et soignant, qui visent à améliorer la prise en charge des nouveau-nés et bien entendu des mamans. Et là, qu'est-ce que c'est que le job d'ingénieur? C'est écouter, ça a été dit, c'est-à-dire prendre en compte l'expression des demandes qui sont formulées, c'est évaluer les besoins en termes, par exemple, de surface, de nature d'équipement et donc de coût, c'est rédiger les cahiers des charges qui serviront à la consultation des équipes de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire des équipes d'ingénieurs et de bureaux d'études qui seront consultés pour les travaux à réaliser. Puis c'est ensuite, lorsque les équipes auront été retenues, c'est accompagner les travaux, veiller à ce que les cahiers des charges soient respectés, veiller à ce que les travaux se fassent dans le respect de la sécurité du reste de l'établissement,
et veiller aussi à ce que les utilisateurs finaux soient satisfaits et aient l'impression que ce qui est en train de se faire correspond bien à ce qu'ils avaient espéré et souhaité. Voilà, donc ça c'est une illustration sur un domaine bien précis qui est celui des travaux dans un secteur hospitalier, et je pense que peut-être Guy ou Pierre-Jacques pourront donner d'autres exemples, s'il le faut, du rôle d'ingénieur dans leur métier quotidien. Ce que je viens de dire aussi intègre le fait que, bien entendu, vu toutes ces actions-là, il y a un côté qui s'installe dans la durée. On est bien là sur des projets à caractère pluriannuel. La question qui a été posée, oui. Allez-y, Monsieur Goyot, si vous voulez vous exprimer. Oui, je pourrais construire dans la même voie que Christian a dite, mais un ingénieur débutant, on va lui confier une mission qu'il puisse exécuter, soit très simple, si c'est dans un bureau d'études, ou etc. En ce qui m'a concerné personnellement, les métiers de terrain, il fallait qu'on ait une formation préalable qui était donnée en interne. Cette formation préalable permet de nous amener du niveau d'ingénieur lambda, si j'ose dire, à être capable de commencer à exécuter des tâches. Donc, ne pas avoir peur des métiers qui sont proposés, parce qu'ils paraissent très complexes. Il y a dans toute entreprise donc une logique, une approche qui permet de construire pas à pas une expertise et les compétences qui vont être nécessaires pour exécuter une mission, puis une mission plus difficile et un jour diriger des missions. Pour l'instant, pas de questions. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à la question du collège Alfred de Vigny qui nous était posée. Sinon, ils reprennent. Oui, merci. D'accord. On va peut-être terminer. Je peux rajouter quelque chose? Allez-y. Bon, Pierre-Jacques a fait une présentation de la façon dont il est devenu ingénieur. J'oserais dire que mon approche a été complètement différente. Je ne savais pas du tout à l'avance ce que j'allais faire. Je savais que j'avais envie d'un métier qui me permette de gagner ma croûte, qui soit fascinant, passionnant, et puis étant très intéressé, même tout jeune, par la technologie, même modestement, mais l'électricité, l'électronique, etc., l'approche a été de verrouiller étape par étape, réussir au niveau collège, réussir au niveau lycée, choisir une école qui avait une bonne réputation, de façon à avoir le meilleur diplôme possible, dans les limites de mes capacités. Je me suis arrêté à ingénieur, j'aurais pu continuer, si je l'avais désiré, à faire scientifique en préparant un doctorat. Bon, je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire à l'époque. Donc, j'ai eu une approche, verrouillage pas à pas, et le fait que j'ai eu un métier qui n'avait rien à voir avec un métier d'études ou de production. En fait, j'ai refusé un job dans la production de semi-conducteurs pour faire ce métier de prospection où il y avait beaucoup de relations interpersonnelles, interprofessionnelles. Il y avait de la technologie et aussi du service. Et ça, ça me plaisait plus. Point. Donc, pour dire que 36 approches sont possibles. L'approche passion à la Pierre-Jacques, qui est très bien, ou partir un petit peu à l'aventure comme je l'ai fait, mais en verrouillant chaque étape, parce qu'on n'a qu'une chance. Alors, en anticipation de ce que les collégiens vont vivre, ils vont être lycéens, et déjà dans le lycée, ils peuvent s'inquiéter de tout ce qui est visite de gens qui viennent présenter des métiers d'ingénieur, comme nous le faisons nous-mêmes, pour dire qu'une fois arrivé à l'université, à l'école d'ingénieur,
ce qui est très important, c'est de ne jamais rater un contact avec des représentants d'entreprise. Et, par exemple, les forums annuels, conversations entreprises-élèves, et poser des questions, poser des questions, poser des questions. Petit à petit, construire en 5 ans une bonne vision de ce que fait l'industrie, ce qu'elle pourrait leur offrir. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Goyot. Je vais dire quelques mots en complément à Guy Goyot, qui se rapporte un peu à la même chose. Quand un ingénieur qui est sorti d'école rentre dans une entreprise, l'entreprise a tout intérêt et va chercher à l'aider. Non seulement elle ne va pas lui donner des choses qui sont plus compliquées, elle va plutôt l'intégrer dans une équipe avec des personnes qui sont à côté et qui vont lui apprendre en même temps le métier. La deuxième chose, c'est qu'elle va lui donner du travail qui est quand même un peu dans la continuité, ce n'est pas tout à fait ton cas, Guy, mais dans la continuité qu'il faisait à l'école, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble un petit peu aux questions qu'on lui demande quand il fait un exercice. Sauf que au lycée ou quand on fait des études supérieures, on a un devoir à faire, on a 3 heures pour le rendre. Dans l'industrie, ce n'est pas du tout ça. On a 3 mois pour le rendre. Et après, même quand on exerce le métier et qu'on est beaucoup plus autonome et qu'on est en train de faire une équipe, on n'a pas 3 mois, on a 6 mois, 2 ans, 3 ans pour savoir si on a bien réussi et on a le temps de se récupérer. Parfois, dans certaines industries, je vais reprendre un exemple, l'industrie de l'automobile, par exemple, on va créer un nouveau modèle, bien peut-être qu'une fois qu'il est sorti, on saura si on a bien réussi le travail, s'il se vend bien. Et des fois, c'est pas, et on le sait, c'est pas toujours une réussite. Donc il y a un petit peu ce délai, ce temps qui est très différent avec les études. Mais par contre, il y a une continuité et un employeur qui prend un débutant, il a ce souci-là, il ne va pas lui gâcher l'existence. Il va évidemment un petit peu le tester pour comprendre ce dont il est capable, mais il va l'aider à se former. Il faut savoir aussi que dans les industries, moi je ne sais pas trop si c'était le cas où tu étais, Guy, mais je pense que ça peut l'être, il y a une formation professionnelle continue qui existe. Et cette formation professionnelle, moi j'avais la chance d'être dans un groupe, donc, qui était celui de Navel Group aujourd'hui, où on pouvait faire des stages chaque année. Donc on pouvait faire des compléments de formation dans des parties où on n'avait pas tout à fait étudié la même chose à l'école. Et donc ça, on peut le faire, et moi je ne m'en suis pas privé, chaque année j'en ai fait. Ça m'a permis de combler des lacunes, apprendre des nouvelles choses. Voilà. C'est l'histoire aussi, il y a une chose qu'il faut savoir, l'histoire n'est pas écrite au début, quand on rentre dans une entreprise, mais par contre, les gens qui sont avec vous, dans l'ensemble, sont là pour vous aider à ce que ça soit une belle histoire. Parce que c'est leur intérêt aussi. Tout à fait. Bon. Ça peut être le mot de la fin. Voilà, ça peut être le mot de la fin. C'est un très joli mot. Voilà, donc vous pourrez continuer vos recherches, comme ça a été dit, sur des sites internet ou via des brochures. Il y a une très bonne brochure de l'ONICEP sur les écoles d'ingénieurs, qui est très très bien faite, hein. Voilà, qui est très complète. Bon, les sites internet, les journées portes ouvertes, même si c'est un peu loin, on peut toujours y aller et regarder ce qu'est exactement, voilà, à quoi mènent ces genres d'études. Et bien sûr, peut-être le dernier mot à la technicienne, que les visios sont... Donc, les visios seront disponibles sur le site du FOF à partir de samedi matin et disponibles pendant 6 mois. Donc, n'hésitez pas à aller revisionner toutes ces conférences. Merci à tous et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.